Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Quand j'étais adolescent, j'ai lu et relu des dizaines de fois Le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Tolkien, en écoutant d'ailleurs toujours le même album de Queen. Et je crois que ce que j'adorais, c'est qu'au fond, c'est un univers assez simple, avec en plus en toile de fond la voix de Freddie Mercury. D'un côté, il y a le mal absolu, c'est Sauron, et de l'autre, les nains, les elfes, les hobbits, des peuples en lutte pour leur liberté, bref, une ligne de fracture super claire. Il y a des gentils, il y a des méchants, la bataille est rude, mais ça finit bien et les méchants sont punis, ce qui est quand même très rassurant quand on est adolescent. Je dois dire que dans les débats sur le nucléaire, le débat est souvent aussi caricatural. Là aussi, ça donne l'impression d'un monde divisé en deux, avec d'un côté des super gentils et de l'autre des super méchants. Sauf que là, les deux camps estiment être du bon côté et voient dans chaque argument du camp opposé l'œil maléfique de Sauron. Du coup, ce qui était hyper clair pour moi avec Tolkien devient beaucoup plus flou en terres nucléaires. J'ai suivi l'actualité du secteur du nucléaire pendant plusieurs années pour Le Monde et je dois dire que c'est un sujet qui m'a souvent donné du fil à retordre. Le nucléaire, c'est crucial en France. 70% de notre production d'électricité, 200 000 emplois. Mais c'est aussi un sujet technique qui m'a fallu du temps pour comprendre correctement. J'ai pu visiter des réacteurs nucléaires, des installations de gestion de déchets, de recherche, discuter avec des dizaines de salariés et de chercheurs dans le secteur ou des associations antinucléaires. Et je dois reconnaître honnêtement que sur un certain nombre de questions, je suis toujours pas très au clair. Est-ce que le nucléaire va jouer une place dans la transition vers un monde sans carbone ? Est-ce qu'il est indispensable ? Est-ce qu'il est dangereux ? Est-ce qu'il faut opposer le nucléaire et les énergies renouvelables ? Et puis surtout, comment faire pour avoir une discussion de qualité sur le sujet sans que tout le monde ne se traite de tous les noms en 40 secondes ? Voilà ce dont nous allons essayer de parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Nicolas Goldberg est consultant chez Columbus Consulting et spécialiste du secteur électrique. Il est également responsable énergie au centre de réflexion Terra Nova. Et je dois dire que si j'ai choisi de l'inviter pour cette nouvelle saison de Chaleur Humaine, c'est parce qu'il est à la fois favorable aux énergies renouvelables et au nucléaire, tout en gardant un regard critique sur la filière et à la place qu'elle peut occuper. Bonjour Nicolas Goldberg. Bonjour. Alors il faut d'abord clarifier un point qui explique pourquoi on parle de tout ça. Le nucléaire, ça émet très peu de gaz à effet de serre dans la production d'électricité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un débat sur la place qu'il doit occuper dans la transition climatique. En France, je le disais, c'est environ 70% de notre production d'électricité. On pourrait se dire basiquement, l'essentiel de notre production électrique n'émet pas de gaz à effet de serre, donc en fait on n'a pas tant que ça un problème climatique en France. Oula. Alors effectivement, on a une électricité qui est assez bien décarbonée en France, puisqu'on a le nucléaire, mais on a aussi historiquement l'hydraulique. Et on a l'éolien et le solaire qui commencent progressivement à monter. Donc effectivement, on pourrait se dire, pourquoi déployer de l'éolien et du solaire pour décarboner notre électricité, alors que celle-ci est déjà décarbonée ? Mais en fait, quand on regarde uniquement l'électricité, on regarde qu'une toute petite partie de notre énergie. L'énergie, c'est beaucoup plus large que ça. C'est ce qui vous permet de vous déplacer, notamment en voiture. C'est de l'essence et du pétrole. C'est ce qui permet de faire de la chaleur industrielle dans nos usines. Et là, c'est majoritairement du fossile qui est utilisé. C'est aussi ce qui permet de se chauffer chez soi. Tous les logements ne sont pas à l'électricité. On a une majorité de logements qui sont chauffés avec des énergies fossiles, avec du gaz. On a encore des chaudières au fioul en France, même si ça peut paraître anachronique, mais il y a 3 millions de logements qui sont chauffés au fioul en France. Donc, la France a toujours un problème avec les énergies fossiles et donc avec le climat. Donc, c'est pour ça qu'il faut décarboner l'énergie au sens large et que pour ça, on peut utiliser de l'électricité. Mais aujourd'hui, l'électricité, ce n'est qu'un quart de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui. Et donc, c'est bien là qu'on a un sujet, c'est bien là que les énergies renouvelables, éolien et solaire, ont un intérêt, parce que si on dit qu'il nous faut plus d'électricité, eh bien, c'est qu'il nous faut plus de moyens pour produire cette électricité, quand bien même la quantité totale d'énergie qu'on consommerait baisse. C'est ça le paradoxe qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut baisser la consommation d'énergie et augmenter la part de l'électricité dans notre mix énergétique. Alors on va revenir sur cette histoire de mix énergétique, mais avant j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui est souvent discuté en France, qui est l'exemple de notre voisin allemand. Dans les années 2000, l'Allemagne a décidé de sortir progressivement du nucléaire, a quasiment fermé la totalité de ses réacteurs nucléaires, et c'est un choix qui est souvent critiqué en France en disant l'Allemagne a certes développé les énergies renouvelables, mais elle a aussi gardé beaucoup de charbon. Nous, on a gardé du nucléaire. Est-ce que finalement aujourd'hui, avec le recul, on se dit le choix allemand de sortir du nucléaire, est-ce que c'était une mauvaise idée ? Sur l'Allemagne et sa politique énergétique, on a
énormément de paradoxes. C'est-à-dire que la décision de sortir du nucléaire, elle date de Gerhard Schröder, ça date d'il y a très longtemps, à une époque où les préoccupations climatiques n'étaient pas au centre des intérêts politiques, et donc il y avait une stratégie qui était extrêmement gazière. C'est là qu'on a déployé des tuyaux qui partent de la Russie et qui arrivent en Allemagne, le fameux Nord Stream 1, pour avoir plus de gaz, pour avoir un partenariat privilégié avec la Russie et avoir une stratégie de sortie du nucléaire qui reposait sur le gaz. Quand Angela Merkel est arrivée au pouvoir, contrairement à ce qu'on se souvient dans le débat public, elle décide de prolonger les réacteurs nucléaires allemands en disant qu'il y a un enjeu climatique, il y a un enjeu à arriver à lisser ces fermetures, donc elle prolonge les réacteurs nucléaires. Ça bascule au moment de Fukushima. Au moment de Fukushima, donc en mars 2011, il y a une annonce très brute de la chancelière allemande qui dit qu'il n'y a pas de tabou sur le nucléaire, qui décide d'en fermer précipitamment dans les quelques semaines quelques-uns pour inspecter. Certains sont restés fermés d'ailleurs. Et là, elle a confirmé une stratégie de sortie. À l'époque, je me souviens d'avoir vu tous ces débats, tout le monde se demandait comment est-ce qu'ils allaient faire. Parce que à l'époque, 2011, c'était il n'y a pas si longtemps, mais on dit à l'époque parce que le contexte énergétique était très différent. Les panneaux solaires, les éoliennes, ça produit extrêmement peu d'électricité et surtout, c'est extrêmement cher. On est autour de plusieurs centaines d'euros du mégawattheure pour un panneau solaire, alors que le nucléaire tournait autour de 40 euros. On ne comprenait pas. C'est ça qui a permis de faire décoller les énergies renouvelables. Donc si on regarde froidement les chiffres, effectivement, l'Allemagne a fait augmenter le renouvelable dans son mix électrique. Il les a fait énormément augmenter. C'est quasiment 40% de la production d'électricité, là où c'était quelques pourcents il y a encore 15 ans. Donc c'est très impressionnant. Ils ont fermé le nucléaire. Alors, quand on regarde froidement, on peut se dire, à la place de fermer le nucléaire, ils auraient pu fermer du charbon, parce qu'il reste énormément de charbon en Allemagne, 40 gigawatts, c'est l'équivalent des 2 tiers de notre parc nucléaire, donc il y en a moins qu'avant, mais il y en a toujours beaucoup. Il y a toujours des centrales à gaz, et l'Allemagne prévoit d'augmenter ses capacités installées de gaz, mais toutefois, ils ont réussi à lancer des filières renouvelables qui décarbonent partout dans le monde. Alors, évidemment, ils auraient plus baisser leurs émissions de CO2 s'ils avaient gardé leur nucléaire et qu'ils avaient fermé plutôt le charbon. Il y a un pays qui a fait ça, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni aussi a fait croître les énergies renouvelables, mais eux, ils ont utilisé ça pour fermer le charbon. Ils avaient aussi mis une taxe carbone sur le charbon, ce qui fait que le charbon a été éliminé du mix énergétique, mix électrique anglais en seulement quelques années. Donc, on a quelques paradoxes, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont fait croître les énergies renouvelables, ils ont baissé le charbon, ils ont baissé leurs émissions de CO2. Toutefois, quand on regarde la situation aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'ils vont atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont atteindre le zéro carbone émis, sachant qu'il reste énormément de charbon qui prévoit d'augmenter le gaz et ça de manière assez pérenne. Donc en fait, c'est pas comme dans le Hobbit, on peut pas mettre les gentils, les méchants d'un côté. Effectivement, moi je fais partie des personnes qui sont très critiques sur la transition énergétique allemande parce que je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont atteindre la neutralité carbone à terme. Oui, mais est-ce que c'est ce choix qu'a fait l'Allemagne finalement? Est-ce que c'est ça qui a permis de faire décoller les énergies renouvelables et aussi de baisser leurs coûts, pas simplement pour les Allemands, mais aussi pour les autres? La croissance des renouvelables, ça a été bénéfique au niveau mondial. Et quand on voit où la France en est dans sa filière nucléaire, on se dit heureusement qu'on a les renouvelables qui sont aujourd'hui disponibles et peu chers, qui ont leurs défauts évidemment. Un panneau solaire ne produit pas la nuit, une éolienne ne produit pas quand il n'y a pas de vent, mais ça peut se gérer si on garde des moyens de production continus derrière. Donc finalement, la transition énergétique allemande et la sortie du nucléaire a nourri plusieurs paradoxes. C'est très bien que les énergies renouvelables aient émergé. Par contre, c'est très embêtant qu'il y ait encore autant de charbon et autant de gaz dans le mix électrique allemand. Et c'est très embêtant que ces énergies-là soient a priori pérennes. Alors on parlait de Fukushima, c'est un moment qui est évidemment très important pour le Japon, mais au niveau mondial pour la filière nucléaire, c'est aussi un moment important parce que en fait ça intervient alors que le nucléaire est plutôt en développement et beaucoup de pays, on a parlé de l'Allemagne, mais il y a aussi des débats en Belgique, en Suisse, dans un certain nombre d'autres pays, il y a des projets qui ont été arrêtés pour dire bon en fait on veut plus faire de nucléaire après la catastrophe de Fukushima. On a l'impression qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette phase-là, qu'il y a une forme de reprise du nucléaire. Mais si on regarde là où le nucléaire se développe dans le monde, il y a évidemment nos débats en France, mais c'est principalement la Chine et la Russie qui sont les deux principaux acteurs du nucléaire au niveau mondial. Côté Chine et Russie, même en Chine,
on a eu un coup d'arrêt au nucléaire suite à Fukushima. Bien sûr, il y a eu des mises en service des réacteurs qui étaient déjà engagés, mais il n'y a pas eu pendant longtemps, il n'y a pas eu de nouveaux projets de centrales engagées. La Russie a continué. Donc on voit bien que ça a été concentré que sur certains acteurs. C'est surtout la Russie et la Chine qui ont continué les projets qui étaient en cours, et il y en avait beaucoup en Chine, même s'ils n'ont pas mis en place de nouveaux projets. La Russie a continué, mais parce qu'elle voyait le nucléaire comme une arme géopolitique. Elle a beaucoup de pays ex-satellites de l'URSS qui dépendent encore de son industrie, donc pour elle la question était surtout géopolitique. Donc certes, Fukushima a marqué un temps sur le nucléaire et a poussé certains pays vers les énergies renouvelables. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Allemagne, les deux principaux constructeurs des énergies renouvelables. Sur le nucléaire, il y a eu un petit coup d'arrêt, effectivement, ça a sonné la fin de l'euphorie, mais il faut aussi le conjuguer avec les difficultés qu'a rencontré la filière, parce que si la filière avait tenu tous ses délais et tous ses coûts, je pense qu'on aurait oublié Fukushima un petit peu avant. On va revenir sur les difficultés de la filière, mais juste avant, pour comprendre un peu la situation française, on a en France 56 réacteurs nucléaires avec une spécificité, c'est qu'ils ont été beaucoup construits sur une durée assez courte, dans les années 70-80, et en fait ça a une implication à laquelle on pense pas souvent, c'est que s'ils ont été construits en même temps, ces réacteurs, ils risquent d'arriver en fin de vie à peu près en même temps. C'est ce que les spécialistes comme vous appellent l'effet falaise. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que ça veut dire ? Effectivement, le parc nucléaire français a été mis en service extrêmement rapidement. Il y a des années où il y a 8 réacteurs qui ont été mis en service en même temps, la même année, et quand François Mitterrand arrive au pouvoir, il y a une vingtaine de chantiers nucléaires en France. Alors pas au même stade, évidemment, mais on a une vingtaine de chantiers. Donc forcément, quand vous mettez 8 réacteurs en service en même temps et qui sont de la même technologie, ils ont 60, 70 ans, 50 ans la même année. Et donc, c'est un effet falaise, qui est un concept intellectuel, mais c'est un effet falaise qu'il va falloir gérer parce que du coup, ils vont vieillir en même temps. Et donc, si on découvre qu'ils vieillissent tous mal en même temps, on aura un problème, c'est-à-dire qu'il faudra soit les fermer en même temps, soit les lisser leur fermeture sur un temps extrêmement faible. C'est ce qu'on appelle l'effet falaise. Effectivement, à une époque, on se disait qu'on étalerait un petit peu les fermetures, la moyenne d'âge serait autour de 53 ans, c'était les chiffres d'EDF, et qu'on remplacerait tout ça par des EPR. Le plan à une époque, c'était de construire 40 EPR en France. On voit bien que c'est pas tellement ce qui est en train de se passer, justement parce que on a du mal à construire des réacteurs aussi vite que ce qu'on les a construits dans les années 70-80, pas seulement pour des problèmes intrinsèques au nucléaire, mais aussi pour des problèmes de désindustrialisation massive en Europe. On n'a plus d'effet d'échelle sur le nucléaire, on a une désindustrialisation qui fait qu'aujourd'hui, trouver un soudeur industriel, c'est compliqué, on est obligé de les faire venir des États-Unis, et on a perdu certains savoir-faire. Donc le pari technique sur le nucléaire, c'est de se dire qu'on arrivera à remonter cette filière, à avoir un plan sur plusieurs années. Alors j'aimerais maintenant qu'on essaye de balayer les différentes questions qui sont posées par le nucléaire et son développement. Et évidemment, en France, une des questions qui se posent, c'est celle de la sûreté, celle du risque d'accident. Et là, le débat, il est assez difficile à comprendre. On a d'un côté des gens qui nous disent « Attention, un accident nucléaire, ça peut avoir des conséquences désastreuses, rendre inhabitable toute une région qui deviendrait radioactive. » Et de l'autre côté, quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur de Carbone 4, qui dit « Le nucléaire, c'est moins dangereux qu'un Kinder Bueno. » Vous, sur cette échelle-là, entre tout est radioactif et le Kinder Bueno, vous situez comment ? Alors, si on factualise un petit peu plus ce débat, il y a la question des dangers et il y a la question des risques. Une centrale nucléaire, s'il y a un accident, effectivement, il y a des conséquences. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est dangereux. C'est comme quand vous prenez la voiture, il y a un risque d'accident qui existe. C'est pour ça que prendre la voiture, c'est aussi dangereux. C'est pour ça que vous avez des limitations de vitesse pour éviter les accidents. C'est pour ça que vous portez une ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité n'évite pas l'accident. En revanche, s'il y a un accident, elle diminue les conséquences. Pour le nucléaire, c'est pareil. On a un danger qui existe, et ce qu'on cherche à faire, c'est minimiser le risque. Donc mettre des limitations de vitesse. Et enfin, il y a une stratégie de défense en profondeur du nucléaire, en se disant, s'il y a un accident, comment est-ce qu'on diminue les conséquences ? Ça, c'est la ceinture de sécurité. Donc, on a cette stratégie de défense. Après, la question, c'est quelle appréhension
est-ce qu'on a de ce risque? Et là, c'est extrêmement compliqué, parce que déjà, si on devait expliquer comment fonctionne une centrale nucléaire, je pense qu'on en aurait pour tout le temps de ce podcast. Donc si on devait expliquer tous les systèmes de sûreté et de mitigation des accidents qu'il y a dans un réacteur nucléaire, on en aurait pour toute la journée et on nous dirait qu'on en a oublié plein. Donc, quand vous êtes un citoyen lambda, la question c'est quelle confiance vous avez en l'opérateur, en l'autorité de sûreté et dans tout ce qui peut représenter pour vous des symboles de pouvoir pour savoir que la centrale qu'il y a à côté de chez vous est sûre. Alors, c'est important, moi, je trouve, cette question de confiance dans les autorités de sûreté. Moi, j'ai souvent vu l'autorité de sûreté nucléaire, et c'est vrai qu'on voit que c'est des gens qui travaillent de manière indépendante. Est-ce que vous, en fait, c'est un sujet, les risques d'accident, sur lequel, en fait, vous êtes rassuré? Quand on connaît bien, on peut être rassuré sur les réacteurs nucléaires, parce qu'on sait que la fumée qui sort des aéroréfrigérants, quand il y en a, c'est de la vapeur d'eau, c'est pas des fumées toxiques, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. On sait que s'il y a des accidents en France, on a mis plusieurs niveaux de sûreté, afin qu'ils n'arrivent pas, mais on a aussi mis des niveaux de sûreté afin que si des accidents arrivent, les conséquences soient minimes. La difficulté sur la question des risques, c'est que je me rappelle d'une discussion avec un expert britannique des questions de sûreté, Paul Dorfman, et lui disait le problème du nucléaire, c'est que en fait, il y a toujours des risques auxquels on pense pas. C'est-à-dire les centrales nucléaires, elles n'ont pas été conçues pour faire face à un attentat terroriste type 11 septembre. Et puis maintenant, on voit des chars russes près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe en Ukraine, et ça, on n'a jamais testé le fait qu'il y ait des chars qui puissent tirer sur un réacteur nucléaire. Ou même Fukushima, d'une certaine manière, la submersion de la centrale, c'était pas forcément prévu. Et donc, du coup, c'est aussi ça, d'une certaine manière, qui, je pense, interroge un certain nombre de gens, c'est de se dire, ouais, mais en fait, on peut pas tout prévoir, et c'est souvent ce qu'on n'a pas prévu qui risque d'arriver, et qui peut avoir des conséquences qui sont très importantes. Effectivement, et c'est d'ailleurs tout le sujet de la stratégie de défense en profondeur. C'est quand bien même les risques ne sont pas censés arriver, c'est quoi votre ceinture de sécurité si ça arrive? C'est comme ça qu'on conçoit la sûreté nucléaire. Et quand vous avez des choses qui se produisent dans différents pays, l'autorité de sûreté nucléaire demande à l'exploitant, EDF, d'adapter son parc. Un exemple simple que j'espère tout le monde comprendra, mais maintenant sur les centrales nucléaires, il y a des bunkers logistiques au cas où un accident arrive pour que les équipes puissent se réunir dans ce bunker pour se coordonner. Avant, on n'avait pas ça, mais un des retours d'expérience de Fukushima, c'est justement de dire il faut quelque part sur la centrale un site sur lequel on peut se réunir, qui doit être bunkerisé et protégé. Donc il y a quand même une amélioration continue de la sûreté nucléaire parce que l'exploitant propose des nouvelles choses, parce qu'on a des retours d'expérience. Est-ce qu'on pense à tout à chaque fois? On ne peut pas toujours penser à tout, mais on peut minimiser le risque et se dire comme on n'a pas pensé à tout, on dit qu'il y a un accident qui arrive, qu'est-ce qui se passe pour que les conséquences soient les plus faibles possibles? Alors, il y a un autre sujet qui est souvent difficile à comprendre, c'est la question des déchets, notamment des déchets qui restent radioactifs pendant très longtemps. Moi, j'étais allé visiter avec d'autres journalistes le laboratoire souterrain de Bure, qui est un des endroits où on veut stocker ce qu'on appelle les déchets de haute activité à vie longue, donc qui vont rester radioactifs pendant des dizaines de milliers d'années, voire plus longtemps. Et j'avoue que c'était assez vertigineux, pas simplement parce que c'est à 500 mètres de profondeur, mais aussi parce que c'est une échelle de temps sur laquelle on se dit, en fait, on prend une responsabilité énorme de laisser des déchets radioactifs pour non seulement les générations futures, mais les générations futures du futur et du futur. Comment vous voyez cette question-là, vous? Oui, donc là, on est plus dans Tolkien, mais on est dans Retour vers le futur, très très loin. Donc sur le nucléaire, effectivement, ça produit des déchets. Il faut bien voir que toute énergie aura ses impacts, et la question, c'est à quels impacts on accepte d'être exposé pour produire notre énergie et pour pouvoir nous déplacer, nous chauffer et vivre. Sur la question spécifique des déchets nucléaires, en fait, il y a plusieurs types de déchets et il y a plusieurs types de matières irradiées, c'est-à-dire des matières qui ont reçu des radiations. Si on essaye de séparer tout ça, on a des déchets haute activité, effectivement, qui vont rester dangereux pendant plusieurs centaines, milliers d'années. On en a un volume très faible. Par contre, comme ils sont extrêmement dangereux, ils font l'objet d'une surveillance spécifique et d'un stockage définitif assez spécifique. Effectivement, c'est un sujet. Moi, comment je me positionne par rapport à ça? Moi, pour tout vous dire, je suis un flippé du climat. Voilà, je lis les rapports du GIEC, j'ai vu les sécheresses cet été, quand je lis le rapport du groupe 2 du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique, je suis vraiment pas rassuré.
Quand je lis le rapport spécial de la R5, donc le rapport du GIEC précédent sur la différence entre 1,5 degré de réchauffement et 2 degrés, il n'y en a aucun des deux qui me rassure. Donc voilà, je me dis, aujourd'hui, les déchets nucléaires, si on les met 500 mètres sous terre, sous une couche d'argile, effectivement, on n'aura pas eu zéro impact, mais pour moi, ça me semble un impact qui semble acceptable au regard du service pour le climat que nous rend le nucléaire. C'est une appréciation. C'est un choix d'impact qu'on a eu et qu'on a estimé moins grand que d'autres impacts qu'on pourrait avoir avec la production d'énergie et surtout qui est moins grand que celui des énergies fossiles selon moi et de la pollution de l'air que ça occasionne et du réchauffement climatique que ça occasionne. Alors justement, vous parliez du réchauffement et des sécheresses, et là aussi, il y a une discussion sur comment peuvent fonctionner des réacteurs nucléaires dans un monde qui se réchauffe, puisqu'on sait que les réacteurs nucléaires ont besoin d'eau pour refroidir le cœur du réacteur. C'est pour ça qu'ils sont très souvent installés en bord de fleuve ou en bord de mer. On a vu ces dernières années que lorsqu'il faisait très chaud, un certain nombre de réacteurs devaient arrêter leur activité, parce que sinon ils renvoyaient de l'eau trop chaude dans les fleuves. Est-ce que ça, dans le futur, c'est un problème qui peut se poser pour un certain nombre de réacteurs nucléaires, soit ceux actuels, soit les futurs qu'on construirait? Le nucléaire, ça a toujours besoin d'une source froide pour se refroidir. On a des réacteurs nucléaires qui, dans le monde, sont refroidis par des eaux tropicales. C'est le cas des EPR à Taishan en Chine. On a un exemple d'une centrale nucléaire un petit peu atypique qui est refroidie par des eaux usées d'une ville. En France, on a deux types de réacteurs. Ceux qui sont en bord de mer et en bord de fleuve. Ceux qui sont en bord de mer, il y en a 14, vous n'avez pas de grandes tours aéro-réfrigérantes là, avec la fumée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'en avez pas besoin pour refroidir le réacteur. Le réacteur se refroidit avec de l'eau de mer. L'eau de mer, elle sera toujours là dans 50, 80 ans. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire qu'il y a bien de l'eau qui est prélevée, mais elle est entièrement restituée au milieu naturel et la température de l'eau ne va pas significativement varier au cours des prochaines années. Donc ce sera suffisant pour refroidir les réacteurs. Donc si on met les réacteurs en bord de mer, en fait, on n'a pas de problème avec la gestion de l'eau. On a un autre problème qui est celui de l'élévation du niveau de la mer. Et là, EDF, dans son dossier de construction de Penly, avait bien montré comment est-ce qu'ils prennent en compte l'élévation du niveau de mer. Bon, en gros, on met une digue plus haute, hein, c'est pas hyper compliqué. Pour les réacteurs en bord de fleuve, vous avez là encore deux types de réacteurs. Ceux qui sont en cycle ouvert, c'est-à-dire sans tour aéro-réfrigérante, donc qui n'évaporent pas de l'eau. Vous avez ceux qui sont en cycle fermé, donc avec une tour aéro-réfrigérante. Ceux qui n'ont pas de tour prélèvent plus d'eau que ceux qui en ont une. Par contre, ils la rendent en totalité, mais ils la rendent un petit peu plus chaude. Donc, vous n'avez pas un problème de consommation d'eau, puisqu'elle est entièrement rendue. Par contre, vous avez un problème de prélèvement, et ensuite, l'eau que vous prélevez et que vous rendez, vous la rendez un petit peu plus chaude. Donc là, en France, on a des réglementations pour dire, vous élevez pas la température du fleuve au-dessus d'un certain niveau, justement pour éviter les impacts sur la biodiversité. Et c'est pour ça que les réacteurs s'arrêtent. Techniquement, les réacteurs pourraient fonctionner. Mais là, on a des autorités environnementales qui nous disent non, mais vous arrêtez de fonctionner parce que là, le fleuve est trop chaud. Mais il n'y a pas de consommation d'eau pour ces réacteurs-là. Ensuite, pour les réacteurs en cycle fermé, donc avec des tours qui sont sur des fleuves, là, on prélève moins d'eau, donc vous en prenez moins. Par contre, il y en a une partie qu'on évapore avec ces fameuses tours. Donc là, il y a un sujet de consommation d'eau. Après, il faut quantifier. Et là, c'est un petit peu compliqué de vous donner un chiffre exact parce que, en fait, ça dépend vraiment des réacteurs. Ça dépend de leur puissance, ça dépend de combien de temps ils sont utilisés dans l'année, ça dépend du débit du fleuve en question, ça dépend des co-usages qu'il peut y avoir sur les fleuves en question. Donc, difficile de donner un chiffre précis. Mais donc, ce qu'on peut dire, c'est que la moitié des réacteurs dans le parc nucléaire ne consomment pas d'eau. Vous avez ceux qui sont en bord de fleuve qui la rendent un petit peu plus chaude que ce qu'ils ont eu, mais c'est pas un sujet de sûreté, c'est un sujet de biodiversité. Et après, il y a une partie de consommation d'eau sur certains réacteurs nucléaires en bord de fleuve avec une tour aéro-réfrigérante. C'est l'autre moitié de notre parc nucléaire. Là, ça dépend du fleuve sur lequel ils sont. Là, pour les prochains EPR, les deux premières paires, on prévoit de les mettre en bord de mer. Donc il n'y aura pas un sujet de consommation d'eau. Ensuite, les autres paires, où est-ce qu'on les mettra ? Là, j'ai pas la réponse, malheureusement. Selon moi, il faudrait mieux privilégier les réacteurs en bord de mer. On peut quand même en mettre en bord de fleuve, en évitant des consommations trop fortes d'eau. Et puis, si besoin, les mettre à l'arrêt en été, quand on a moins besoin d'électricité, mais qu'il fait trop chaud, justement, pour éviter les aggravations de la sécheresse.
J'aimerais maintenant qu'on arrive au débat sur comment on peut faire en France dans les prochaines années. On a reçu ici dans ce studio Thomas Vérinck de RTE qui parlait des différents scénarios modélisés par le réseau de transport d'électricité. Dans ce rapport qui s'appelle Futurs énergétiques, il y a plusieurs scénarios, certains avec beaucoup de nucléaire, un peu de nucléaire, pas du tout de nucléaire. Et j'en ai souvent discuté avec des dirigeants du secteur de l'énergie, et la plupart du temps, ils disent, c'est bien tous ces scénarios, mais en fait, ils sont tous difficiles, qu'on mette beaucoup de nucléaire, ou un peu de nucléaire, ou pas du tout, qu'on essaye de faire 100% renouvelable, ou 50%. En fait, dans tous les cas, c'est pas facile. Alors déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette appréciation des choses, et pourquoi ? Si on veut atteindre la neutralité carbone, aujourd'hui, il y a un quart de notre énergie, c'est de l'électricité. Il y a à peu près consensus dans tous les scénarios pour dire qu'il faudra doubler cette part d'électricité dans notre énergie, c'est-à-dire que notre énergie viendrait à moitié de l'électricité et à moitié d'autres choses, et il faudrait que ce soit sans CO2. Si on regarde maintenant la partie électrique, donc là où le nucléaire peut être pertinent, en fait, quand on regarde cette partie électrique, elle est aussi extrêmement ambitieuse, parce que rien que doubler l'électricité dans notre mix énergétique, ça va être compliqué. Et là, on ne parle même pas de nucléaire renouvelable ou quoi. On dit juste, il faut qu'on électrifie des usages. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe en véhicules électriques. Ça veut dire que l'industrie, il va falloir qu'on électrifie un certain nombre de processus. Ça veut dire que dans le chauffage, dans les bâtiments, il faut faire croître la part d'électricité. C'est-à-dire que toutes les chaudières au fioul ou autres, il va falloir mettre des pompes à chaleur. Des pompes à chaleur, on ne peut pas en mettre partout. Donc rien que quand on dit qu'il faut faire croître l'électricité dans notre mix énergétique, ça c'est ambitieux. Et alors maintenant, quand vous regardez aussi comment est-ce qu'on produit cette électricité, il y a plusieurs chemins possibles, mais de toute façon, il va falloir atteindre les rythmes de déploiement des énergies renouvelables qu'on n'a jamais atteints avant. Et c'est pareil pour le nucléaire. Pour le nucléaire, on dit qu'il va falloir sortir des nouveaux EPR. Alors, si on rembobine un petit peu notre discussion, il y a des périodes dans l'histoire de la France où on a mis en service un grand nombre de réacteurs nucléaires en très peu de temps. Mais aujourd'hui, la filière nous dit qu'elle n'est plus capable de faire ça. C'est pour ça que dans les scénarios de RTE, on a des scénarios à 6-8 EPR, à 14 EPR, et à 14 EPR, plus des prolongations et peut-être des petits réacteurs nucléaires autres technologies, mais on n'a pas forcément plus d'EPR. C'est la filière qui a dit il faut être modeste sur notre capacité à sortir autant d'EPR en si peu de temps. Et c'est là, c'est avec tous ces niveaux-là qu'atteindre la neutralité carbone, quel que soit le chemin qu'on prend, ça va être extrêmement compliqué. Mais alors, justement, si on rentre un peu dans le détail, il y a un des éléments dont on entend souvent parler, qui est la prolongation de la durée de vie des réacteurs actuels. À un moment donné, on disait, les réacteurs nucléaires actuels, ils peuvent fonctionner pendant 40 ans. Là, aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en cours dans un certain nombre de réacteurs pour prolonger leur durée de vie de 10 ans, puisque l'autorité de sûreté nucléaire a donné une autorisation pour le faire. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être fonctionner pendant 50 ans. Est-ce qu'ils peuvent fonctionner jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans? Et est-ce que si on a la certitude de prolonger ces réacteurs nucléaires, finalement, on ne se facilite pas la tâche? Alors, prolonger les réacteurs nucléaires, il faut bien voir qu'aujourd'hui, nos réacteurs nucléaires produisent entre 300 et 400 TWh d'électricité, alors qu'on se projette sur une consommation autour de 600 d'ici 2050. Donc on voit bien que quand bien même on arriverait indéfiniment à prolonger notre parc nucléaire actuel, il serait insuffisant pour produire suffisamment d'électricité pour atteindre la neutralité carbone. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on regarde quels bénéfices peuvent nous apporter les prolongations du parc nucléaire. Intuitivement, on se dit que plus on utilise un actif, moins il nous coûte cher et plus il nous rend service. Si vous voulez, votre aspirateur, s'il a dépassé la garantie de 4 ans, vous pouvez l'utiliser encore 3-4 ans après et racheter un aspirateur neuf plus tard. C'est un petit peu la même chose. Mais là, pour prolonger un réacteur nucléaire, il y a ce qu'on appelle les visites décennales. C'est-à-dire que tous les 10 ans, l'autorité de sûreté nucléaire fait une inspection et l'exploitant, donc EDF, doit de lui-même proposer des améliorations de sûreté. On a aujourd'hui sur les réacteurs qu'on a choisi de prolonger des systèmes de sûreté qui n'étaient pas présents à leur construction parce qu'on veut une amélioration continue de notre parc nucléaire. Ça a quand même quelques impacts. C'est-à-dire que pour prolonger un réacteur de 40 à 50 ans, il faut l'arrêter à peu près 6 mois, une année, c'est-à-dire que la moitié de l'année, il ne produira pas, justement pour réaliser les mesures et les opérations. Donc on peut prolonger le parc nucléaire, mais ce n'est pas indéfini, et ce n'est pas sans conséquence sur la disponibilité du parc nucléaire, c'est-à-dire la quantité d'électricité qu'il va produire chaque année. Et d'ailleurs, depuis 2020, on voit bien qu'on a une érosion de la disponibilité du parc nucléaire, justement parce qu'on a beaucoup de travaux à faire et qu'on a beaucoup de réacteurs qui arrivent à l'âge des 40-50 ans en même temps. C'est ce fameux effet falaise qu'on se disait. Alors, pour prolonger de 40 à 50 ans, l'autorité de sûreté nucléaire a dit oui, moyennant certains travaux.
Pour aller au-delà de 50 ans, il y aura peut-être d'autres travaux à faire. Pour l'instant, on ne les connaît pas. Et là, l'autorité de sûreté nucléaire a dit on va regarder un peu plus en détail, essayer de donner plus de visibilité pour dire de 50 à 60 ans, qu'est-ce que ça peut donner, et de 60 à 70 ans. Moi, sur ce débat des prolongations du parc nucléaire, j'appelle à l'intégration de l'incertitude. Donc j'appelle à être prudent et à dire si on peut prolonger les réacteurs nucléaires, tant mieux. Ça nous fera plus d'électricité bas carbone. Par contre, il ne faut pas se mettre dans la panade si on ne peut pas les prolonger. Parce que là, dans ce cas-là, on risque de manquer d'électricité bas carbone et donc on loupe un objectif climatique et c'est dommage. Alors, vous parliez tout à l'heure de ces fameux réacteurs EPR, donc ça c'est la technologie développée aujourd'hui par EDF, donc c'est des réacteurs de 3e génération qui principalement sont des réacteurs qui sont plus puissants que la génération précédente. Moi j'ai visité plusieurs fois le chantier de Flamanville et chaque fois que je l'ai visité, on m'a dit vous inquiétez pas, il va bientôt démarrer, dans 6 mois, dans 1 an, Flamanville démarrera et puis le temps passe et le chantier a commencé en 2007, il devait démarrer en 2012, on est en 2023, on voit toujours pas Flamanville démarrer. Il y a un gros problème quand même dans la capacité de la filière nucléaire à tenir ses délais industriels. Ça l'a beaucoup décrédibilisé. Qu'est-ce qui peut faire penser qu'aujourd'hui, la filière nucléaire serait plus capable de faire 6, 8, 14 EPR alors qu'on n'arrive toujours pas à démarrer le réacteur de Flamanville ? L'EPR1, tel qu'il a été fait à Flamanville, à Olkiluoto en Finlande ou à Taishan en Chine, c'est un design assez spécifique et vous avez peu de normés et peu de préfabriqués. Ce qui est embêtant dans l'industrie, si on a une culture industrielle, ce qu'on n'a pas trop en France et c'est un petit peu dommage, mais quand on fonctionne avec tout un tas de prestataires, pour leur fournir un cahier des charges, c'est bien de leur fournir un cahier des charges qui fonctionne avec des normes. Parce que du coup, votre prestataire, il sait exactement quoi faire. Il dit oui, j'ai ça sur étagère, je vous le fournis, et vous êtes assuré que ça respecte les prérequis du cahier des charges parce que je respecte telle norme, je suis certifié. Avec l'EPR, on a très peu de composants comme ça, ce qui a désorganisé la filière, ce qui a fait que certains prestataires n'arrivaient pas à répondre. Il faut bien voir que l'EPR de Flamanville et celui d'Olkiluoto, donc le finlandais et le français, on les a lancés à un moment où on avait 10 à 30% des études de design qui étaient prêtes seulement. Donc là, vous imaginez un prestataire, il reçoit un cahier des charges et on lui dit par contre, je t'ai donné qu'un tiers des données, le reste, on verra. C'est un petit peu compliqué de répondre. Derrière, l'autorité de sûreté nucléaire passe en disant non, mais nous, on aurait voulu ça. Ah oui, mais on l'avait pas mis dans le cahier des charges. C'est ce qui fait prendre du retard au projet. Oui, mais ça, c'est ce qui fait partie des choses qui ont aussi beaucoup décrédibilisé la filière nucléaire. L'idée qu'en fait, il y avait une grande forme d'impréparation, qu'il y avait alors on parle beaucoup de perte de compétences techniques. Vous parliez tout à l'heure des soudeurs, mais on a l'impression aussi qu'il y a eu une forme de... Un ancien dirigeant d'EDF m'a dit une fois, il y a eu une forme d'arrogance de notre part, de dire, en fait, on sait faire. Est-ce que là, on risque pas de retomber un peu dans la même chose en se disant, vous allez voir, les prochains EPR, on va savoir faire, et on se projette pour qu'ils soient là en 2035, et en fait, en 2035, ils n'arrivent pas, en 2040, ils n'arrivent pas, en 2045, ils n'arrivent pas. Il y a eu un excès de confiance de la filière sur sa capacité à relancer un parc nucléaire, alors qu'on était dans des pays désindustrialisés et que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas construit de réacteur nucléaire. Quand on lance le chantier de Flamanville en 2007, le chantier de Civaux s'était terminé une dizaine d'années avant. Donc effectivement, on s'est dit qu'on allait réussir à le faire. Mais il y a eu une forme de précipitation dans la relance du nucléaire parce qu'à l'époque, si on rembobine notre interview encore, il fallait absolument être le premier à démontrer qu'on savait construire un réacteur nucléaire. Maintenant, il y a des réacteurs nucléaires qui sont mis en service ailleurs dans le monde. L'EPR, il y a donc le nouveau réacteur nucléaire français. On a des modèles qui fonctionnent, notamment en Chine. Alors pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent en Chine ? Parce que la Chine, c'est un pays industriel, donc ça fonctionne assez bien. On a le réacteur finlandais qui commence à démarrer. Quand est-ce que Flamanville démarrera ? Là, je ne sais pas. Pour reprendre aussi les propos d'un président d'EDF qui nous disait depuis 2018, en réalité, le chantier est terminé, mais depuis 2018, on répare. Donc quand est-ce qu'on aura fini de réparer ? Cible 2024. Et donc là, on se dit qu'on va lancer des nouveaux EPR. Est-ce qu'on y arrivera ? Ça fait partie des paris. On a vu que atteindre la neutralité carbone, c'était extrêmement exigeant. Si on fait que des renouvelables, on a énormément de défis technologiques à résoudre et on n'est pas sûr de pouvoir tous les résoudre. Si on fait du renouvelable et du nucléaire, un des paris, c'est de dire qu'on arrivera à remonter cette filière, que on a appris de nos erreurs passées. Et donc là, pour donner quelques illustrations, le design du nouvel EPR, l'EPR2, il y a beaucoup plus de normes, il y a beaucoup plus de préfabriqués justement pour que les prestataires puissent répondre. Est-ce qu'on y arrivera en 2035 si on lance le chantier en 2027 ? C'est très ambitieux.
C'est très ambitieux. Et d'ailleurs, les audits de l'État disent essayez de prendre plutôt 2 ans de marge, plutôt 2037. Ce sera peut-être même un petit peu après. Il faut bien voir que ça fait partie des paris, mais qu'effectivement, on se dit c'est peut-être un pari moins ambitieux que de faire fonctionner un système électrique qu'avec du renouvelable. Oui, mais d'une certaine manière, on pourrait dire, comme vous l'avez dit, les coûts de l'éolien et du solaire ont énormément baissé. On peut déployer de l'éolien et du solaire plus vite que du nucléaire. Alors on pourrait aussi se dire, pourquoi on s'embête à vouloir absolument faire du nucléaire? Est-ce qu'on ne peut pas juste déployer massivement du solaire et de l'éolien, garder nos réacteurs nucléaires le plus longtemps possible, et puis quand on a plein d'énergies renouvelables qui sont là, nos réacteurs, on les ferme les uns après les autres, et puis voilà. Les renouvelables, donc l'éolien et le solaire, c'est très rapide à déployer, à condition que vous ne mettiez pas 36 procédures administratives derrière. Mettre un panneau sur son toit, ça devrait aller quand même. Et on a un coût de l'électricité produite qui est peu cher, en réalité. Donc il y a un intérêt économique et il y a un intérêt climatique à faire de l'éolien et du solaire, en France comme ailleurs. Ensuite, est-ce qu'on peut faire que avec ça? La réponse est non. La fameuse phrase simplificatrice, c'est « et comment vous faites les nuits sans vent ?» Et c'est là, en fait, un des défis des énergies renouvelables, si vous ne faites pas du nucléaire derrière, c'est comment est-ce que vous équilibrez la consommation et la production, puisque la consommation et la production d'électricité doivent être égales à tout instant, puisque l'électricité ne se stocke pas. En tout cas, pas sous sa forme d'électricité. Et là, les scénarios d'RTE ont été assez éclairants, parce qu'ils ont montré comment on pourrait faire si on n'avait plus de nucléaire dans notre mix électrique pour maintenir cet équilibre et faire les fameuses nuits sans vent. Alors justement, ça c'est un point important dont on avait un tout petit peu parlé avec Thomas Vérin quand il était venu ici, mais comment on ferait pour faire face à cette question de la variabilité de l'éolien et du solaire, du fait que ça ne produit pas tout le temps? On aurait ce qu'on appelle différents types de flexibilité, c'est-à-dire des flexibilités court terme où je peux couper ma consommation à certains moments quand il n'y a pas de vent, donc pour 1 ou 2 heures, parce que vous ne pouvez pas couper votre consommation trop longtemps. Et vous avez la flexibilité de long terme avec des gaz verts. Donc les gaz verts, qu'est-ce que c'est? C'est de l'hydrogène, c'est du biométhane. Donc vous garderiez des centrales à gaz et vous brûleriez du gaz, de l'hydrogène ou du biométhane agricole dans les moments où il n'y aurait pas de vent. Pourquoi c'est une incertitude? C'est qu'aujourd'hui, les gaz verts, on en produit extrêmement peu. Ça doit être 1 ou 2% de la consommation totale de gaz en France. Et surtout, est-ce qu'on arrivera à produire suffisamment d'hydrogène pour pallier au moment d'absence de vent et de solaire? Je pense que si l'Allemagne est en train de sécuriser des imports d'hydrogène de l'autre bout de la planète, c'est qu'en fait, il y a une grande incertitude là-dessus. Et moi, si vous me demandez mon avis personnel, je pense que non. Je pense que c'est un pari supplémentaire dans la neutralité carbone qu'on fait et qui est un petit peu trop risqué. Donc voilà. Mais donc vous, au fond, ce que vous dites, c'est que quelque part, si on procède par étapes, il faut d'abord développer massivement de l'éolien et du solaire maintenant parce que c'est disponible et que pour d'ici 2030-2035, il faut en avoir beaucoup. Et en même temps, engager dès maintenant de nouveaux réacteurs nucléaires, mais qui arriveront plutôt autour de 2040, quoi. Il y a la décarbonation rapide et il y a la décarbonation profonde. Il faut faire les deux. C'est-à-dire que si on veut décarboner rapidement, il faut isoler, il faut revoir nos modes de consommation et il faut faire croître les énergies renouvelables parce que d'ici 2030, il faut bien commencer à décarboner et on n'aura pas un nouvel EPR en service à part celui de Flamanville d'ici 2030-2035. Donc ça, c'est de la décarbonation rapide et il faut absolument le faire. Le GIEC dit bien que si on veut se donner, maximiser les chances de rester en dessous de 2 degrés, voire d'1,5 degré de réchauffement climatique, il faut décarboner massivement d'ici 2030. Mais la décarbonation ne s'arrête pas à cette date-là. Donc effectivement, il y a des technologies qu'on va devoir déployer après 2030, après 2040 pour décarboner profondément. L'hydrogène en fait partie, les EPR en font partie, les EPR2, donc les nouveaux réacteurs nucléaires qui arriveront après 2030. Il y a d'autres technologies comme ça qu'on déploiera après 2030. L'éolien flottant, donc l'éolien sur bouée, arrivera aussi à cette échéance-là. Il faut regarder les 2 échéances de temps, la décarbonation rapide et la décarbonation profonde. Et moi, je regrette qu'on oppose généralement les deux, et c'est ce que font ceux qui disent qu'il faut que du renouvelable ou ceux qui disent qu'il faut que du nucléaire. Alors vous avez dit tout à l'heure, moi je suis un flippé du climat. Est-ce que malgré tout, quand vous regardez les trajectoires qu'on suit, il y a quelque chose qui vous donne de l'espoir? Ce qui me donne de l'espoir aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup plus du climat
que ce qu'on parlait il y a une dizaine d'années, et on commence à avoir des stratégies nationales qui se mettent en place. On a un haut conseil du climat en France, il y en a dans d'autres pays. On a des technologies qui commencent à devenir un peu mûres. L'éolien, le solaire, c'est beaucoup plus mûr qu'il y a une dizaine d'années. On a des discours politiques aussi qui parlent beaucoup plus de climat. Ce qui me rassure moins, c'est qu'on a beaucoup de discours. La traduction dans les actes n'est pas à la hauteur des discours et à la hauteur du défi climatique qu'il y a devant nous. Donc, verre à moitié plein et réponse de Normand. Je suis plus rassuré qu'il y a une dizaine d'années, mais je ne le suis toujours pas suffisamment pour bien dormir la nuit quand je pense au climat. Alors avant de vous laisser repartir compter les réacteurs nucléaires présents et futurs, je voulais vous demander comment vous vivez cette transition à un niveau plus individuel. Est-ce que vous croyez que les actions individuelles dans cette trajectoire-là, est-ce qu'elles ont du poids ? Les actions individuelles ont du poids parce qu'elles aident la prise de conscience. Bien évidemment, si j'utilise un verre en plastique plutôt qu'un mug réutilisable, ou si sur un trajet, je prends le métro plutôt qu'une voiture individuelle, c'est pas ça qui va changer la face de la planète. Par contre, c'est comme le droit de vote, si vous voulez. Ça reflète qui je suis et en quoi j'ai conscience. Et ça, c'est extrêmement important, en réalité. Parce que si tout le monde ne poussait pas pour que justement on ait ces petits gestes, ces changements de mode de société, cette préoccupation vis-à-vis des énergies fossiles, les politiques ne bougeraient pas. Ce n'est pas les politiques qui vont lire un rapport scientifique et qui vont se dire bah tiens, on n'a qu'à faire ça. Non. C'est, les politiques, c'est les arbitres. Donc si on ne les pousse pas à faire, ils ne vont pas faire. Donc les petits gestes, c'est extrêmement important, non pas pour sauver la planète, mais pour amorcer une dynamique collective dont on a besoin pour que nos politiques réagissent et qu'on s'engage sur une bonne trajectoire. Ce n'est pas encore le cas. J'espère que ce sera le cas d'ici les prochaines années. Et vous, par exemple, au niveau individuel, est-ce qu'il y a des gestes que vous êtes mis à faire que vous ne faisiez pas avant ? Par exemple, est-ce que vous prenez encore l'avion ? Ça fait un moment que je n'ai pas pris l'avion, effectivement, mais il y a eu le Covid, je suis devenu papa il n'y a pas si longtemps, donc effectivement ça réduit mes trajets en avion. Moi je mange beaucoup moins de viande, je chauffe beaucoup moins. Chez Columbus Consulting, on ne prend plus l'avion pour aller en séminaire. Ça c'est aussi un acte qui a été poussé par nos consultants. On a beaucoup de consultants qui ont dit, sans offense, mais moi je ne viens pas si on prend l'avion, parce que je ne prends pas l'avion dans ma vie personnelle. Donc voilà, c'est une action individuelle, vous voyez, qui a un impact collectif, et ça c'est extrêmement important. Est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous énerve au plus haut point d'un point de vue climatique, un truc qui vous fait dresser les cheveux sur la tête, où vous vous dites ça c'est vraiment un truc qui ne devrait plus exister ? Oui, ce qui m'a beaucoup énervé sur la transition climatique, c'est qu'on dise que ça coûte cher. L'année dernière, on a dépensé 100 milliards d'euros pour alimenter des boucliers tarifaires en raison d'une crise énergétique qui était en fait une crise des énergies fossiles. Est-ce que vous vous imaginez 100 milliards d'euros sur un an, ce que c'est ? On aurait pu investir dans l'isolation, on aurait pu investir dans des lignes de train qui auraient évité l'avion, on aurait pu investir dans des énergies renouvelables, on aurait même pu investir dans du nucléaire, parce que là on dit 6 EPR, oh là là, ça va coûter entre 50 et 60 milliards d'euros, comment est-ce qu'on va financer ça sur 30 ans ? Mais vous rigolez ou quoi ? On a dépensé 100 milliards d'euros en une seule année sur des boucliers tarifaires, et vous me demandez comment est-ce qu'on va trouver l'argent ? Non, la question elle n'est pas là. Donc voilà, ce qui m'énerve beaucoup, c'est quand on dit, vous savez, tout ça, ça coûte cher. Moi je dis, attention, c'est ne rien faire qui va nous coûter très cher, que ce soit en sécurité d'approvisionnement ou en gestion des risques climatiques. La transition climatique, ça ne coûte pas cher si on prend un scénario contrefactuel un petit peu sérieux qui montre que la non-transition, c'est ça qui va nous coûter cher. Merci Nicolas Goldberg. Merci à vous, Nabil. Ce que j'ai bien aimé dans cette conversation avec Nicolas Goldberg, d'abord, c'est sa modération dans un débat qui est très souvent polarisé, où on est pour le nucléaire ou contre le nucléaire, pour les énergies renouvelables ou contre les énergies renouvelables. Je peux le dire librement ici, en tant que journaliste, c'est la question sur laquelle je suis le plus pris à partie, bien plus que sur les énergies fossiles d'ailleurs. Parfois insulté, souvent traité de nul ou d'agent de l'étranger par des gens qui pensent que le nucléaire c'est la solution à tous nos problèmes et qu'aucune critique sur la filière n'est acceptable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai mis aussi longtemps avant d'enregistrer cet épisode, parce que je suis fatigué de recevoir sur Twitter toute la journée des messages agressifs sur le sujet. Mais en fait, je suis finalement très content de cette conversation, parce que je l'ai trouvée très riche, et pour moi, elle fait écho à 2 épisodes précédents de Chaleur Humaine. Celui avec Thomas Vérinck, dont on a parlé aujourd'hui, du réseau de transport d'électricité, et le deuxième avec l'économiste Céline Guivarch, qui est autrice du dernier rapport du GIEC. Et les deux, en fait, disaient à peu près la même chose. La priorité, si on veut sortir des énergies fossiles, c'est diminuer notre consommation d'énergie, et développer les énergies renouvelables.
Et puis après, il y a la discussion sur le nucléaire. Et je dirais que c'est le premier point de ce que je retiens de cette conversation avec Nicolas Goldberg. Le débat sur le nucléaire est important, mais il ne doit pas nous faire oublier que la priorité des priorités pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre maintenant, c'est développer l'éolien et le solaire et la sobriété. Et ça, malgré les défauts indéniables qu'ont les énergies renouvelables, qui est de produire en fonction du vent et du soleil. Parce que d'ici 2035, voire 2040, il n'y aura pas de nouvelle EPR en activité en France. Ça, on en est déjà sûr. Et en même temps, l'avantage de savoir ça, c'est qu'on sait qu'il y a une ligne à tenir pour les 15 prochaines années. Le deuxième aspect qui me fait réfléchir, c'est ce que dit Nicolas Goldberg sur les risques d'accident et sur les déchets nucléaires. Sa ligne, c'est de dire, bien sûr, il y a des risques, c'est pas la fête des barbes à papa, mais je préfère prendre des risques contrôlés s'ils permettent d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Et moi, je dois dire que je comprends une partie de cet argument, notamment sur le risque d'accident, parce que j'ai souvent eu affaire avec l'autorité de sûreté nucléaire et j'ai pu constater qu'elle fait preuve d'indépendance et de courage, et ça, je trouve que c'est plutôt rassurant. Sur les déchets, je dois reconnaître que ça me met plus mal à l'aise, parce que l'idée qu'on doit produire plus de déchets qui vont rester radioactifs des dizaines de milliers d'années, probablement plus longtemps, je trouve que c'est vertigineux comme décision à prendre. La troisième chose, et ça je crois que c'est important, c'est qu'on soit pour ou contre le nucléaire. De toute façon, il faut admettre l'idée que là, il faut investir dans les réacteurs actuels pour pouvoir les maintenir en activité le plus longtemps possible pour nous permettre de développer les énergies renouvelables. Ensuite, si on veut construire de nouveaux réacteurs nucléaires, il faut le décider relativement rapidement et essayer de faire en sorte qu'ils arrivent avant 2050. Parce que c'est pas tout de le décréter. Il y a une filière à reconstruire et il y a une dimension de pari industriel et technologique qu'on n'est pas sûr de remporter. Et là-dessus, évidemment, la meilleure chose qu'on puisse nous souhaiter, c'est d'avoir un débat démocratique le plus ouvert possible. Et malheureusement, ces derniers mois, ça n'a pas toujours été possible. Ça me fait penser à ce que disait le magicien Gandalf. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Merci du conseil, mon cher Gandalf, mais si tu peux aussi nous trouver un moyen de stocker de l'électricité sur le long terme pour pas trop cher, ça serait vraiment super sympa. Et oui, comme vous l'avez remarqué, Chaleur Humaine est de retour pour une 3e saison de 10 épisodes, au moins. Merci infiniment d'avoir écouté celui-ci, et merci de votre fidélité. Chaleur Humaine, c'est un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli avec Esther Michon. Merci à Florentin Baume pour la réalisation de cet épisode et à Amandine Robillard qui a composé notre musique favorite. Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions sur le défi climatique. Enfin, j'essaye. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a fait devenir radioactif ou transformé en panneau solaire. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et votre meilleure variante de recette de houmous à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre, et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour réfléchir, débattre, explorer et se gratter la tête en chantant pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.